on a rendu le camping expérientiel avec tout le confort moderne. Donc finalement, on est moins dans du camping comme on met plutôt dans une hôtellerie en plein air. En France, c'est une part très importante de la création de valeur annuelle. Par exemple, 10% du PIB qui est directement ou indirectement lié au tourisme. Bon, bonjour à tous. Hugo, merci beaucoup. On est ravis de pouvoir organiser ce webinaire sur Real Estate. Comme le disait Hugo, donc, je suis le président et cofondateur de Wally. J'ai la chance d'être accompagné de mon cofondateur Nathan Zappelli. Wally, qui est une société d'investissement qui avait été investie dans des clubs deals et notamment hôteliers. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Thomas Lemson, qui va se présenter, qui est une figure de l'investissement hôtelier en France depuis de très nombreuses années. Et donc, on est ravis de pouvoir parler ensemble du changement de l'hôtellerie dans le marché de l'investissement français, qui est une des classes d'actifs les plus intéressantes à travailler. Thomas, je te laisse. Bonjour, merci Hugo. Bonjour Nathan. Bonjour Maxime, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler en effet d'un sujet de prédilection que je travaille depuis effectivement de nombreuses années. Ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur hôtelier. Tout d'abord avec une quinzaine d'années d'expérience au conseil, du grand monde du conseil en immobilier tertiaire. J'ai rejoint le développement de l'hôtellerie il y a un peu moins de 10 ans. En commençant par le démarrage du groupe Accor qui est à Adagio. J'avais la charge du développement de l'ensemble des sujets immobiliers, du suivi des constructions et des travaux de rénovation. J'ai rejoint il y a plus d'un an le groupe Ascol, qui est un groupe assez électropolien, détenu par Capitaine Bande, avec je suis en charge du développement et dans l'ensemble de la matière immobilière en termes de rénovation, du suivi des travaux et là pour un secteur géographique qui est relativement large, puisque je suis en charge de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui t'a amené, Thomas, justement, à travailler sur cette classe d'actifs, l'hôtellerie, qui est un peu niche dans ce qui se fait en immobilier? Alors, tout simplement parce que j'ai fait des études hôtelières, j'ai fait à l'Angleterre de Lausanne. J'aurais pu effectivement travailler dans l'opérationnel. J'ai eu la chance de rejoindre un cabinet de conseil français et travailler sur des études et des territoires assez larges en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique déjà, dès le début de ma carrière, et le conseil était un sujet pour moi assez pertinent. J'ai continué ensuite dans le conseil et le brokerage, c'est-à-dire la transaction des actifs hôteliers. Et donc, j'ai continué dans cette voie-là, comme je disais, pendant 18 ans pratiquement, avant d'être appelé à faire du développement afin d'avoir une vision plus large. Et surtout de travailler sur une marque, un produit et toucher du doigt le développement hôtelier et de voir la concrétisation de plusieurs mois, plusieurs années de travail, ce qui est très satisfaisant finalement après plusieurs années pour les clients tiers et avoir fait des réalisations d'études ce qui est très diversifiant, assez diversifié, mais en tout cas qui ne permet pas de voir la concrétisation d'un travail en particulier. Yes. Je vois qu'il y a 2-3 commentaires dans le chat sur le son. On rapproche le micro, peut-être Thomas, si tu veux. Oui, je vais mettre en face de nous. Très bien. Top. Est-ce que vous nous entendez mieux? Est-ce que vous entendez bien, Thomas? Est-ce que c'est mieux maintenant? Moi, je t'entends mieux déjà, oui, effectivement. Très bien, très bien. Je vais lever la voix aussi. Nickel. Donc, si vous avez des questions par ailleurs, c'est sur moi, forcément plus intéressant dans ce webinaire, n'hésitez pas à poser la question et je reviendrai sur ce que j'ai dit. Top. Juste avant qu'on commence, je vous propose qu'on se représente rapidement avec Maxime sur ce qui nous a amené à travailler dans ce domaine qu'est l'hôtellerie. Et ce qu'on propose aujourd'hui chez Wally, on pourra entrer plus en détail juste après. Avec Maxime, on s'est rencontrés en fait dans notre précédente expérience professionnelle. On travaillait dans un fonds d'investissement qui s'appelle Atrim, spécialisé sur la verticale tourisme via des club deals institutionnels et ou des SCPI, donc véhicules de placement collectif dédiés aux particuliers. Maxime travaillait dans l'équipe investissement et au cours de sa carrière, il a pu structurer l'acquisition d'actifs hôteliers en France et Europe du Sud pour une valeur totale d'à peu près 1 milliard d'euros. Et moi, j'avais un métier complémentaire qui est celui d'asset manager. Donc, c'est-à-dire, une fois que l'équipe investissement a
acheter un actif pour des investisseurs, c'est maintenant de l'exploiter, de le gérer pour délivrer la performance qui a été annoncée à l'acquisition. Et donc, j'avais plusieurs types de portefeuilles en France et en Europe du Nord, Europe de l'Est, pour une valeur totale à peu près de 500 millions d'euros qui se décomposait sur de l'hôtellerie très traditionnelle de 1 à 5 étoiles, des résidences de tourisme, appart-hôtel, on en parlera un petit peu plus tard, et aussi de l'hôtellerie de plein air, qui est le nouveau nom pour tout ce qui a été appelé camping. Je vous propose de passer tout de suite sur l'hôtellerie. Qu'est-ce que l'hôtellerie? Quelles sont les dynamiques de l'hôtellerie aujourd'hui? On a connu une période très compliquée en 2020-2021 à l'échelle mondiale et à l'échelle française à cause de la pandémie Covid. Mais c'est un marché qui a su montrer une certaine résilience. Et donc, on va vous présenter à travers une analyse chiffrée, que ce soit l'INSEE, Oxford Economics, mais aussi tous les brokers français et internationaux, ce renouveau de l'industrie hôtelière et le nouveau visage que peut avoir l'hôtellerie. En effet, merci Nathan. Pour rappel, l'hôtellerie, c'est un secteur cyclique, un secteur économique, mais là, on voit depuis les années 90, début des années 90, les cycles sont relativement établis et qui durent entre 4 et 6 ans. On a parlé de Covid, on peut revenir un peu plus loin, mais les années 90, on a eu des crises immobilières. On va se concentrer sur la France, mais on a un certain ressort, un certain miroir avec certains autres pays européens, peut-être aussi on parle de la France. Au milieu des années 90, crise immobilière, avec une hôtellerie qui était un secteur hôtelier, qui était vraiment un secteur de niche, de spécialistes, et qui était un peu l'hôtellerie à la papa. Et puis, on a eu une croissance économique liée à la croissance des valeurs IT, fin des années 90. On a eu quelques ressorts sociétaux, comme victoire de la Coupe du Monde. On a un sentiment positif des entrepreneurs. L'ensemble de ces éléments ont donné une conjoncture positive. Alors, on est toujours sur ce cycle économique avec un point d'orgue en 2000. 2001, les attentats, en effet, une vague des États-Unis qui se ressent en Europe. Ensuite, ça remonte en 2005, pic de l'activité hôtelière. À ce moment-là, on voit l'hôtellerie qui sort de sa niche et qui vient s'installer chez les acteurs institutionnels, avec notamment les externalisations de portefeuille accord auprès de, à l'époque, Foncière des Murs, qui s'appelle Covivio, auprès d'AXA, avec des montants cumulés d'un peu moins de 800 millions d'euros de mémoire. Donc on commence à voir l'hôtellerie qui s'inscrit dans une dynamique institutionnelle. On continue la trace temporelle et avec de nouveau une crise économique, donc le credit crunch avec Lehman Brothers en 2008, 2009, crise économique de nouveau. Ça remonte 2012, 2013, ça remonte. Voilà, on voit les attentats en 2015, Madrid, Londres, Paris, et on voit comme ça ces clics, c'est intéressant parce que il y a les cycles sont très inscrits dans le temps et suivent la croissance du PIB aussi. C'est assez intéressant. Donc on ne l'a pas là, mais on pourrait utiliser ça assez facilement. Et ensuite, on a eu plus qu'une crise économique, une crise globale liée au Covid, avec un arrêt brutal. On n'est pas dans une crise, on est vraiment dans la pandémie, un arrêt total de l'hôtellerie. Et par la suite, finalement, comme à chaque fois, on a un redressement en fait, de l'hôtellerie, de la matière hôtelière dans la globalité économique, et un changement structurel. Au-delà d'une reprise, ça va vraiment dans un changement structurel mental au niveau global du besoin. On a vu que dans la pyramide des besoins, le voyage, de manière générale, on parle du tourisme, l'hôtellerie dans le tourisme, on voit ce besoin de dépenser, de ressortir de chez soi, de vivre, lié aussi avec l'arrivée sur le marché en tant que consommateur de la génération Z, qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Et on a une explosion, finalement, des voyages, là où on donnait
Je suis désolé, je vais juste t'interrompre, Thomas, on a un petit problème de son, donc on va juste vérifier que le son est correctement configuré chez nous. Et ça... Proche du micro. Je pense que ça vient de moi. Je pense que c'est dans l'application. Ouais. On peut brancher sur le kit. Paramètres. Audio. En fait, toi, Nathan, on t'entend très clairement. Et Ouais. les deux autres, il y a un peu plus d'écho, ouais, effectivement. Normalement, ça devrait être mieux là. Je pense que Est-ce que vous nous entendez bien? C'est mieux? est-ce que si on parle, c'est mieux? Ouais, déjà, j'ai l'impression. Là, je pense Je que pense que c'est mieux. c'était ton micro excitant, en fait, l'ordinateur. C'est bon, désolé. C'est bon. Très bien. Merci. Je reprends, alors désolé, de nouveau, long monologue. Bon, je reprends vous en êtes sur la reprise, donc avec ce changement de besoin dans la pyramide des besoins et ce besoin de sortir, de voyager. Et on a vu donc une explosion du nombre de voyages. Ce que je disais, c'est que tout le monde donnait pour mort le trafic aérien. Vous me dites, hein, on entend bien. Très bien, parfait. Je reste loin. Ouais. Je pense que je vais me rapprocher de l'ordinateur de Nathan, parce que c'est possible que ce soit. Vous allez me voir un peu. Et donc, on donnait pour mort le trafic aérien, et finalement, on s'aperçoit que, et avec des décisions plutôt absurdes d'un point de vue infrastructure ou structurel, on a mis en hold un nouveau terminal à Roissy, on a remisé la 380, on a arrêté la production. On voit qu'aujourd'hui, la 380 est remis en vol par l'ensemble des compagnies. Emirates, qui est 50% des A380 finalement, et le grand gagnant de l'augmentation du trafic aérien. On est mis en pause pour peut-être aussi d'autres raisons, la ligne directe Paris-Roissy. Bref, on s'aperçoit que tout ce qui était pré-Covid n'est pas mort, et l'hôtellerie a bénéficié donc de cette résurgence du besoin avec une augmentation des prix aériens, on verra je pense après, assez phénoménale. On parle de 15-20% entre 2022 et 2023. Alors, il ne faut pas regarder uniquement en top line, mais également en coût opérationnel, puisque non, il y a toujours un problème de son apparemment. Bon, ça dépend des gens. Non, c'est mieux de mon côté, moi. Donc je continue. On a eu donc oui, il faut avoir une vision top line en chiffre d'affaires, un prix moyen, taux d'occupation, ce qui donne le revenu par champ disponible, un prix phare pour les initiés. Également au coût opérationnel, parce qu'on a eu, peut-être vous vous souvenez, en 2023, en été, en juillet, on a eu une crise énergétique phénoménale. On a eu une augmentation, pour rappel, on était à 300 € du kilowattheure, je crois de mémoire, on est passé à 1800, 2000 €. Donc il y a eu une explosion des coûts, il y a eu une explosion aussi des coûts sociaux liés à la difficulté de recrutement de la main-d'œuvre. Donc, finalement, les hôteliers ont bénéficié d'une augmentation du chiffre d'affaires, mais également une augmentation du coût opérationnel. Donc la marge, finalement, a augmenté, mais elle n'a pas explosé. Et c'était, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je suis normalement oui, puisque l'inflation touche autant le pouvoir, enfin, comment dire, le coût que le revenu, merci. Et finalement, ça a permis de couvrir ces deux courbes ascendantes. Donc aujourd'hui, on est revenu, on est bien au-dessus de 2019, bien entendu, mais parce que aussi on a eu une augmentation des coûts. Et la France, comme on voit sur l'écran, drive toujours. Alors il y a eu bataille entre l'Espagne et la France en nombre de consommateurs et de visiteurs. Donc il faut faire attention aux visiteurs. Il y a les visiteurs, c'est ceux qui passent effectivement par le pays, mais il faut regarder la consommation. Et c'est ça. Et là-dessus, en France, on n'est pas bon. On n'a pas de consommateurs, enfin de touristes très consommateurs en pouvoir d'achat. Si on passe effectivement, parce que je vais sur ça, mais on est donc ça revient finalement. Ceux qui ont le plus pouvoir d'achat, ce sont des étrangers et souvent en dehors de l'Europe. Ce sont des Américains, des Brésiliens, des Chinois. Les Chinois, si on doit parler de Chinois, on s'aperçoit que les Chinois ne sont pas revenus au niveau de 2019. Pour plusieurs raisons. Les lignes aériennes directes entre la France et la Chine n'ont pas repris comme précédemment. Ça a réaugmenté légèrement, mais c'est pas encore au niveau 2019. On a un pays qui est plus fermé qu'auparavant. On a aussi un pays qui tient à retenir les consommateurs dans le pays. C'était le cas en 2016, je crois, en Russie. Il y a la crise du rouble où Poutine, à l'époque, avait demandé à ses concitoyens de faire du ski plutôt à Sochi qu'à Courchevel. Donc on a ces pays qui sont fermés avec des... Et ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer qu'on parle d'un tourisme qui était très international, avec une clientèle qui était très internationale, avec une clientèle qui est plus française, qui est plus européenne.
On parle de plus en plus de tourisme de proximité. Et cette demande, elle est intéressante de noter qu'en France, on a de plus en plus de clients qui sont proches de la destination plutôt qu'avant. Ouais, alors ça c'est lié à la notion de politique RSE, CSA, sustainability, de la prise de conscience post-Covid, juste post-Covid, parce que je reparle juste après, où il y a ce besoin de mobilité douce, de proximité. Donc ça fait le jeu de grands acteurs du loisir, notamment Center Park, Pierre et Vacances, qui sont le même groupe, hein, PVCP, le grand acteur du tourisme en France, ce qui a permis d'exploser le revenu. Et au-delà de ça, finalement, on perd finalement cette prise de conscience post-Covid, sustainability, qui se désagrège tout doucement avec un retour à des besoins très personnels. Alors, je vais extrapoler un peu, et c'est un peu douteux ce que je vais dire, mais quand on voit l'augmentation du chiffre d'affaires, Shine, Temu, qui est anti-RSE finalement, et tout ça drivé par des générations Z, est-ce que ces prises de conscience étaient temporelles? Pour moi, oui, en fait, en réalité. Donc aujourd'hui, on a les deux qui viennent ensemble. On a une certaine génération qui ont une conscience propre du tourisme, du loisir de proximité, donc ce qui fait le jeu des acteurs que je viens de citer, ou du tourisme de plein air également, tout en voyant qu'on continue à avoir une augmentation du trafic aérien. Yes. Sur l'aspect tourisme et voyage long courrier, je pense que si on regarde l'hôtellerie en France, c'est surtout le 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles luxe qui a été pénalisé par l'absence des touristes chinois, russes, et dans moindre mesure pour l'hôtellerie milieu de gamme qui, elle, repose plus sur un socle de consommateurs français et européens. Alors, si on a eu les 3 dernières années, 4 dernières années, chaque année était vraiment très différente. Alors, on ne peut pas aujourd'hui inscrire une ligne directrice parce que, comme je l'ai dit, on a une augmentation assez incroyable des prix moyens. Ça bénéficie au luxe, malgré tout. Le luxe, contrairement aux milieu des années 95, qui avait baissé les prix, ils ont eu beaucoup de mal à augmenter les prix. Tant en 2008 et d'autant plus cette fois, ils ont conservé des prix moyens élevés en ayant des taux d'occupation très bas, parce que ça leur a permis de rebondir plus vite et de compenser ce manque d'occupation par des prix moyens qui ont vraiment explosé. Donc ça a fait le jeu du luxe, ça fait le jeu également finalement de péri-économique ou de l'hôtellerie de plein air, parce qu'on a aussi un effet quand même de pouvoir d'achat. Et plus difficile pour l'hôtellerie milieu de gamme, puisque c'est une hôtellerie d'affaires, et le télétravail finalement a donné un coup d'arrêt de cette hôtellerie. On voyageait moins, on voyageait peut-être plus longtemps, même si on rebat un peu les cartes, mais la tendance c'est quand même cela. Et même si on voit que de plus en plus d'acteurs économiques demandent des retours au bureau, sauf qu'il n'y a pas les places pour les accueillir, c'est plutôt intéressant. Malgré tout, le télétravail continue à exister. Et ces voyageurs qui voyageaient toutes les semaines, un jour, 2 jours, aujourd'hui voyagent une fois par mois, restent plus longtemps. Mais ça fait le jeu de l'appart-hôtellerie, puis on va en parler. Un objet immobilier qui était méconnu, qui était aussi un boring. On a parlé de ça déjà, effectivement, Maxime l'a dit, avec des arrivées très européens avec les États-Unis. Bon, là, on voit d'ailleurs, on a des micro-cycles dans les cycles. Il suffit d'une parole de Trump ou des difficultés d'accueillir avec un effet miroir pour envoyer les Américains. On a une baisse. Faudra voir ce que ça donne en 2025 en fin d'année, en conclusion. Mais il y aura effectivement une modification des top pays en France, parce que je crois que c'est pour la France ici, en termes d'accueil. Mais on est très intra-européens, les Belges, les Hollandais qui descendent en France ou l'été, et les Anglais qui viennent skier. Ça, c'est fondamental, ça ne changera jamais. C'est ce qu'on voit sur le graphe de droite, là, c'est les arrivées internationales, mais ça ne correspond pas aux nuitées. Les Belges, les Allemands, les Danois passent plus de temps en France, notamment l'été sur des séjours plus longs, pour aller à la recherche de la Méditerranée notamment. Ah oui, alors faut faire attention, hein, la notion INSEE, c'est INSEE des arrivées, parce qu'un Belge qui arrive atterrit,
il est comptabilisé comme une arrivée, Mm. mais c'est pas il fait pas d'illimité forcément. Oui. Il peut se loger, pas dans un hôtel d'ailleurs, il peut prendre une voiture ou prendre un train et aller en Espagne. Donc, cette notion d'arrivée au sens statistique, il faut le prendre avec des pincettes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on regarde de plus en plus finalement les dépenses par consommateur. C'est ça qui drive. C'est que le cycle est intéressant, c'est qu'effectivement le nombre d'arrivées augmente finalement moins vite que les recettes par arrivée. Et ça montre un cycle intéressant, quel que soit le secteur de marché. Et le type d'arrivée dont on parle, c'est qu'on est sur un secteur dont le PIB ne fait qu'augmenter et le PIB va arriver aussi. Donc on est là encore sur un marché qui est résilient et une classe active qui poursuit son accélération. Oui, c'est effectivement. Là, on remonte à 2009, on voit qu'il y a la croissance est là dans tous les cas, avec ces effets cycliques comme j'ai évoqué, mais toujours avec des rebonds. Et ces rebonds, quand on regarde, on n'a pas de graphique non plus, mais le prix moyen, tous segments confondus en France depuis 2000, en fait, il y a eu une inflation de 3-4%, ce qui est supérieur à l'inflation. C'est même depuis 2015 qu'on est à 7% par an. Yes. C'est la slide d'après justement. C'est les volumes effet prix avec les prix moyens et REVPAR qui sont. Est-ce que tu peux nous redonner la définition des 3 indicateurs pour les personnes qui sont pas taux d'occupation, prix moyen REVPAR pour les personnes taux qui sont pas d'occupation, tout simplement, on prend un hôtel qui a 100 chambres, on accueille 63 personnes un jour dit. Ça fait 63%, c'est un élément statistique basique. Le prix moyen, c'est le prix est souvent et normalement hors taxe. Ça permet aussi de comparer pays à pays puisque la TVA est différente. Mais ça donne un indicateur de la valeur de la nuit. Et ensuite, le REVPAR, c'est le revenu per available room, donc c'est le revenu par chambre disponible. On multiplie le taux d'occupation par le prix moyen, ce qui permet d'avoir un jugement qui est neutre entre une politique de volume de remplissage qui est souvent, par voie de conséquence, donne un prix moyen qui est plus faible. Donc on compare le REVPAR, et souvent catégorie par catégorie, bien entendu, puisque derrière, ce qui est important, c'est pas tant le REVPAR, donc c'est le chiffre d'affaires par chambre louée, vraiment, multiplié par le nombre de chambres vendues, on a le chiffre d'affaires total. Et le bottom line, donc c'est la rentabilité, puisque dans les coûts opérationnels de manière très classique. Yes. Ce qu'on voit sur ces 3 chiffres, tu parlais d'une augmentation de 3-4% par an depuis 2015 sur le prix moyen. Ouais, depuis 2000. Depuis 2000. Sur 2015, quand on prend le prix moyen 2015 et le prix moyen 2005, on a plus 48% sur 10 ans. Ça fait un taux d'augmentation linéaire à peu près de 3-4%. On revient à peu près à ça. C'est ça. Et sur le REVPAR, du coup, plus 43%. Effectivement, on a une inflation sur les prix hôteliers qui est plus forte que l'inflation générale. Et c'est une comparaison que tu as faite qui est super intéressante, que j'avais déjà modélisée à l'époque. C'est que la croissance du REVPAR ou du prix moyen est plus forte que la croissance du PIB en France. Et donc, on peut assez facilement démontrer l'intérêt et le pouvoir économique de la résilience. Alors, en plus de ça, parce que là on parle de chiffres, mais ce qui est essentiel, c'est de parler de produits. On a un taux de pénétration. Donc, le taux de pénétration, c'est le nombre de, on peut parler en hôtel, mais on parle de chambres, le nombre de chambres gérées ou sous enseigne de groupes hôteliers par rapport au nombre de chambres totales. Et ce taux de pénétration, on voit que, alors, il est très différent suivant les pays. Il est très très faible en Italie, mémoire 4-5%. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'on est autour de 40%, 45% à peu près en France. Relativement similaire, pardon? J'avais ça un peu. Oui, c'est ça, relativement similaire au Royaume-Uni. Ce sont 2 pays qui se ressemblent beaucoup en matière hôtelière, à peu près pareil en Espagne et en Allemagne. Et on voit donc ce taux de pénétration qui augmente au fur et à mesure des années, ce qui veut dire aussi que on a une amélioration de la qualité du produit hôtelier au fur et à mesure des années. Je ne dis pas que les hôteliers indépendants n'ont pas d'hôtel qualitatif, mais il y a des obligations de suivre des standards, donc qui, en reprenant des hôtels indépendants et en mettant des enseignes, il y a ces obligations de normes internationales. C'est aussi le but d'avoir un groupe hôtelier, une chaîne hôtelière, c'est d'accueillir une clientèle plus large et plus diversifiée. Tu parles de segment, mais je pense qu'il est aussi intéressant de pointer le fait que la partie qui est occupée aujourd'hui par le camping, enfin par l'hôtellerie plein air en France et la parahôtellerie, qui est donc 2 secteurs qui mettent plus l'expérience au centre de la nuitée hôtelière que
l'hôtellerie qu'on va peut-être plus qualifier, en tout cas rapprocher du service, hein, avoir un petit déjeuner tous les matins, avoir des services de chambre tous les jours, et de plus en plus forte. Et on voit que au final, le secteur de l'hôtellerie de manière générale, de l'hospitality qui a le plus souffert pendant le Covid, c'est l'hôtellerie, alors que en proportion, les campings et la part hôtellerie ont très très bien marché. Alors, C'est je trouve intéressant de montrer, et ça met c'est pas étonnant de voir que ce sont des secteurs qui augmentent de plus en plus leur nombre de nuitées par rapport à ce que l'hôtellerie fait. Et d'ailleurs, on a des éléments pour en parler plus tard. alors, je suis pas spécialiste camping, l'hôtellerie de plein air. Tout ce que je vois, c'est effectivement cette hôtellerie de plein air est sortie de sa niche d'un secteur vraiment très indépendant, tenu par comment on appelle ça, des propriétaires indépendants, pour rentrer chez les institutionnels. On a vu plusieurs transactions et des fonds d'ailleurs se monter chez Swiss Life, chez BNP, je crois de mémoire. Donc on peut dire que oui, tout doucement, après l'hôtellerie, après l'appart-hôtellerie, je vais parler d'appart-hôtellerie parce que je suis un spécialiste, le camping, l'hôtellerie de plein air, je vais évoquer des mots modernes, en tout cas, a une vraie place chez les institutionnels. Donc, ça veut dire que des béotiens commencent à regarder ce modèle qui est particulier, qui est très différent de l'hôtellerie, un peu de l'appart-hôtellerie, et pour les intégrer auprès d'investisseurs, in fine des fonds ou des private, des codes-parts de cette matière-là. Ouais. Et je vois très bien le portefeuille dont tu parles chez Swiss Life, parce que j'étais à l'époque juste après l'acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que le camping qui était considéré comme très exotique, avec des taux de rendement du coup plus élevés, plus proches de 10-12%, en fait, a rejoint rapidement ce qu'on connaît en hôtellerie traditionnelle en taux de rendement, avec une compression de taux, donc qui reflète un risque plus faible, pour aujourd'hui arriver sur des portefeuilles de camping avec des taux de rendement qui sont entre 6 à 8%. Là où il y a encore une dizaine d'années, on était au-dessus des 10. Et donc, c'est parce qu'en fait, il y a une confiance qui s'est accrue ces dernières années, que ça soit parce que la fréquentation a augmenté, parce que le secteur s'est professionnalisé aussi. On est passé, comme tu disais, de propriétaires indépendants vers groupes qui se sont structurés comme Vacances Select, European Camping Group, etc. Et donc maintenant, on a des opérateurs qui signent des baux 12 ans ferme sur des campings avec des taux de rendement qui sont, comme je disais, entre 6 à 8% en moyenne. Effectivement. Et il y a ça, je rajouterais deux effets, c'est que de plus en plus d'acteurs du private equity ont acheté des groupes que tu mentionnes, et donc avec des ambitions et des moyens de déploiement qui sont extrêmement forts, et un secteur dans lequel le taux de pénétration des marques était très faible. Donc en fait, l'hôtellerie aujourd'hui, l'hôtellerie plein air aujourd'hui, c'est ce qu'était l'hôtellerie il y a 20 ans. Tout à fait. J'ajoute encore deux choses. Me revient en tête le family office de Benetton, 15 ans, qui s'était porté à cœur d'un acteur important en Europe. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça me revient d'un coup. Donc, on peut même remonter au début des années 2010. Deuxième chose, tout comme l'hôtellerie, on a rendu le camping expérientiel. On est sorti un peu du la camping classique avec la tente qu'on fait soi-même et des jeux de soir un peu basiques avec des infrastructures extrêmement modernes, beaucoup d'offres diversifiées, que ce soit toujours des tentes un peu plus modernes, des camping-cars, vous allez m'aider là-dessus, des infrastructures solides, des bungalows avec tout le confort moderne. Donc finalement, on est moins dans du camping comme on pouvait le voir à l'époque, les premières, de l'époque Trigano, mais plutôt dans une hôtellerie, une vraie hôtellerie en plein air. D'ailleurs, on peut relier au nom avec tout le confort qu'on peut attendre d'un camping. Tout ça pour dire, mais je pense qu'on l'a plus ou moins dit, c'est que le tourisme en France est une part très importante de la création de valeur annuelle, à partir de 10% du PIB qui est directement ou indirectement lié au tourisme, et c'est dire le poids qu'a le tourisme dans notre PIB. Tu veux faire un commentaire dessus ? Je te rejoins sur l'importance de l'hôtellerie comme industrie en France, que ce soit dans le PIB, mais aussi au niveau des emplois. C'est 7,3%
des emplois, c'était en 2019. Les chiffres de l'INSEE n'ont pas été republiés depuis, mais on est à peu près dans cet univers-là. Et d'ailleurs, c'est un secteur d'activité qui a eu quelques difficultés en post-2020-2021 pour recruter. Et l'État français a tout de suite réagi parce qu'il comprenait l'urgence. Et donc, notamment, on a eu le SMIC hôtelier qui a été augmenté pour avoir des salaires plus élevés pour ces travailleurs. Assez fortement, et assez justement. Ouais, assez justement. C'est des métiers qui sont pas faciles avec des horaires fluctuants. Et restauration. Ouais, hôtellerie et restauration, effectivement. On travaille le week-end, en décalage. On peut même travailler le soir, la nuit ou le matin très tôt. Et donc, l'État français a conscience des enjeux de ce domaine d'activité et est très présent pour le stimuler et le maintenir à un niveau qui permet d'accueillir ces 100 millions de visiteurs annuels. Donc, on est vraiment dans le radar du gouvernement quand on travaille dans ce secteur d'hôtellerie-restauration. Et avec des syndicats aussi, notamment en restauration, qui sont très puissants, puissants et conscients surtout, et constructifs dans l'amélioration sociale de la matière et dans le positionnement de l'hôtellerie et de la restauration par rapport aux besoins des clients. Je te propose, si tu veux, qu'on échange. On a déjà abordé ce sujet. On a déjà abordé, effectivement. Sur l'engouement des investisseurs pour cette classe d'actifs et les trajectoires que tu as pu observer. Bien sûr, alors je vais déjà parler du volume investi. On a parlé de cyclicité, donc on le voit bien dans le volume investi, ça c'est pour la France. On est sur des cycles qui sont relativement similaires suivant les autres pays, tout simplement parce que il faut dire que l'hôtellerie représente une part non significative de l'immobilier tertiaire et que une transaction, que ce soit un actif, ce qu'on appelle un single actif, donc un actif seul qui peut être transacté à plusieurs centaines de millions. Et je vais prendre un exemple qui est public, qui est le Westin à Paris. À Paris, tout à fait, qui a été vendu plusieurs centaines, ça je ne sais plus si on peut le dire, mais je crois que c'était public, plusieurs centaines de millions d'euros. Quand on a 2 milliards de transactions en moyenne, quand on regarde, c'est à peu près 2 milliards, on parle de 500, 600, 700 millions d'euros, c'est très significatif. Donc il suffit qu'un actif de ce type-là soit vendu ou pas, il suffit qu'un portefeuille également de plusieurs centaines de millions d'euros soit vendu ou pas, crée cette cyclicité du volume investi en hôtellerie en France. Ce que je vois en tout cas ici, c'est que malgré cette cyclicité, on a une constante dans l'intérêt d'investir en France en hôtellerie. C'est le cas également dans les autres pays en Europe avec des particularismes, c'est qu'en France, on a des cessions qui sont souvent d'hôtels indépendants sans enseigne. On a un grand nombre de volumes, on a des valeurs moyennes qui sont plus faibles, et on a, comme je le disais, quelques portefeuilles ou des actifs singles qui présentent des volumes importants. Le Royaume-Uni, on est à peu près dans les mêmes veines, avec des portefeuilles qui sont plus constitués et qui sont cédés à des fonds d'investissement, qui tournent régulièrement, 5-7 ans, c'est le cycle moyen de l'investissement. Et en Allemagne, encore une certaine particularité, parce qu'on voit souvent des portefeuilles de murs d'hôtels, par contre, puisque c'est très structuré en bail en Allemagne. C'est la particularité de la structuration contractuelle en Allemagne qui circule également. Ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que c'est un marché qui est drivé par l'investissement professionnel. Il y a effectivement une part d'investisseurs privés qui investissent, mais ça correspond à seulement 2% du volume qui est investi et transacté chaque année à l'intérêt. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, les investisseurs investisseurs privés sont cantonnés à des toutes petites transactions et que la quasi-totalité du marché est réservée à des investisseurs professionnels. Oui. Même si, in fine, effectivement, c'est de l'argent de privé, mais il n'y a pas d'action, parce que je pense que c'est le message, il n'y a pas d'action directe en tant qu'investisseur, effectivement, pour se porter investisseur d'un hôtel. On va pas parler de valeur individuelle, hein, mais si on doit parler d'un hôtel, juste pour vous donner un peu une idée, hein, on parle d'un Ibis mur et fond, parce qu'il y a aussi une particularité, c'est qu'on est propriétaire de Lyon, on peut être propriétaire du fonds de commerce, hein, qui est une valeur en France, c'est un des seuls pays avec la Belgique où il y a une vraie valeur de fonds de commerce, résilient avec un droit au renouvellement du bail, donc avec un locataire qui est protégé. On a également des actifs qui sont murs et fonds, donc c'est le cas en dehors des grandes villes, c'est souvent le cas. Et donc quand on parle
un Ibis, par exemple, que tout le monde connaît hein, aujourd'hui, 200 chambres, ça peut valoir, on va dire, 100 000 euros, 120 000 euros la chambre. Vous pouvez imaginer la valeur ou le montant qu'il faut investir. Parce que, effectivement, c'est dans une ville importante, ça va de 50 à 100 000 euros. Voilà, comme ça vous donne à peu près une idée. Mais malgré tout, c'est une valeur qui est, enfin, un montant, un volume à investir qui est extrêmement important et qui n'est pas à la portée d'un investisseur privé. Ouais. C'est là où l'hôtellerie aujourd'hui, alors c'est moins le cas quand on est propriétaire d'un fonds de commerce. Malgré tout, ce sont des volumes qui sont importants et plus importants que se porter propriétaire d'un appartement, d'un garage, d'une cave, qui se fait plus assez souvent, ou même de la pierre papier. On en a beaucoup, mais qui sont souvent sur du bureau, aujourd'hui du retail, de la logistique. Ouais, effectivement, les SCPI 100% hôtelières sont très très marginales. On a une qu'on connaît bien avec Maxime, qui est la SCPI à Trimotel. Des actifs hôteliers intègrent des SCPI diversifiés, mais avec des allocations faibles aussi. C'est pour apporter un peu d'exotisme. Oui, on est souvent d'ailleurs dans SCPI par définition, ce sont des murs. Donc on ne peut pas capter non plus la valeur, la création de valeur, parce que l'hôtellerie, ce qui est intéressant, c'est la création de valeur. On achète un hôtel, on fait des travaux, on le repositionne et on crée de la valeur. Yes. Une dernière donnée sur ce chiffre, c'est que plus de 50% de l'investissement en France est réalisé par des investisseurs étrangers et non pas français. Et donc, il y a aussi une grande place à prendre pour des investisseurs français à investir sur notre marché. Dans ce segment hôtelier, au sens large, on a deux sous-classes d'actifs qui émergent, ou du moins qui sont moins visibles que l'hôtellerie traditionnelle. On a d'un côté l'hôtellerie plein air, et ensuite on a la para-hôtellerie appart-hôtel. Je propose qu'on fasse une première digression sur l'hôtellerie plein air. Maxime, tu peux nous en parler, et après Thomas, on te repasse la main sur ta spécificité sur la para-hôtellerie. Oui, merci Nathan. L'hôtellerie plein air, c'est un marché qui est en pleine évolution, qui est un marché qui se structure en termes d'offres, mais qui, pour autant, en termes de demande, est extrêmement présent, notamment en France. Le marché français est le plus gros marché en Europe et le deuxième plus gros marché mondial après les US. C'est un marché qui a pris très très vite pendant le Covid et après le Covid une place de plus en plus importante, avec une restructuration du parc, des durées de nuitée qui sont 3 fois plus élevées que de l'hôtellerie, et un marché qui a connu, on va dire, 3 phases. Une première phase qui était notamment drivée par des campings municipaux, petits campings, une vingtaine de terrains sur lesquels on pouvait venir avec sa tente. Deuxième phase, la plupart des groupes de camping d'hôtels plein air sont rachetés par des fonds private equity internationaux, et c'est là qu'on voit arriver des grands campings 5 étoiles en France avec des grands centres aquatiques, des grandes piscines. Et puis une troisième phase qu'on est en train de connaître, où on parle de moins en moins d'hôtellerie de plein air, mais de plus en plus d'hôtellerie de pleine nature. On se concentre sur des unités entre 50 et 70 lots, et on va aller chercher de l'authenticité. On va ne pas avoir de piscine, mais par contre, on va plutôt bénéficier des activités VTT, canoë-kayak, avec de plus en plus d'espace que ce qu'on avait sur cette deuxième phase de concentration et de montée en gamme. Et donc c'est un marché qui est vraiment intéressant et qui, et ça se voit en termes de chiffres, évolue de manière beaucoup plus rapide que l'hôtellerie, et notamment depuis le Covid. Ouais, c'est le graphe de gauche. Ce qui est intéressant, c'est de voir la résilience de l'hôtellerie de plein air par rapport à l'hôtellerie, où on a cette chute des nuitées en 2020-2021. Donc l'hôtellerie au sens large a perdu, a été divisée par 2 en termes de nuitées, voire même un peu plus. Là où l'hôtellerie plein air, de par la typologie des consommateurs français et européens, typiquement il y a le cliché est vrai, mais il y a beaucoup de pays d'Europe du Nord qui viennent dans les campings en France, notamment en Côte d'Azur, Ardèche, Vaucluse, Drôme, etc. Et donc, ils ont été moins impactés par les restrictions de déplacement. Et on a eu une reprise ensuite très, très forte qui a été provoquée notamment par ce renouveau, comme tu disais, Maxime, de la notion de nature, d'avoir en fait d'être proche de la nature,
d'aller se ressourcer via des activités en famille. Et donc, on a cette croissance aujourd'hui. On voit que sur le nombre de nuitées totales en basse-sang, c'est l'hôtellerie de plein air qui prend le relais aussi à partir de 2021-2022 pour recréer de la performance au niveau de l'hôtellerie générale. Et je passe la main maintenant sur la partie vraiment para-hôtellerie, appart-hôtel. Oui, on n'a pas, oui, appart-hôtellerie, enfin, para-hôtellerie, dedans, on met principalement l'appart-hôtellerie. Alors, qu'est-ce qu'un appart-hôtel qu'on appelait communément comme camping? Ça a changé de nom, on a modernisé l'appellation. Aujourd'hui, là, donc, on l'appelait résidence de tourisme, résidence d'affaires. Finalement, c'est amusant parce que c'était soit des touristes, soit des affaires, on avait toujours les deux clientèles. On appelle ça un appart-hôtel, tout simplement parce que il y a les services d'un hôtel et des fonctions comme à la maison, avec des chambres d'hôtel, des cuisines dans ces chambres-là, légèrement plus grandes bien entendu, parce que la durée moyenne de séjour est 3 à 4 fois plus importante qu'un hôtel de même gamme, avec un service petit déjeuner, du housekeeping, donc du nettoyage de chambre, mais lui qui est fait plutôt de manière hebdomadaire, mais une réception, un fitness, souvent, pour une clientèle dans ces jours. Donc on a un produit qui était, comme je disais tout à l'heure, un peu boring, et qui a été en France beaucoup développé sur une base fiscale par les promoteurs. On voit que la majorité des acteurs est détenue par des promoteurs aujourd'hui, à l'exception de certains acteurs comme Adagio, finalement, qui est détenu par Accor et Pierre et Vacances, le groupe Pierre et Vacances à 50-50, donc il y a un opérateur pur. Et donc cette hôtellerie défiscalisée, cette para-hôtellerie défiscalisée a donné finalement un produit très basique. Donc je parlais d'Adagio même, bien entendu, Citadine, hein, mon Pascotte. Donc ça donnait une hôtellerie très basique parce qu'on réduisait les coûts, on vendait le plus élevé possible les murs à des propriétaires individuels. En contrepartie, un loyer élevé. En tout cas, ce qui intéressait les promoteurs, c'était le produit de la vente en donnant au produit un effet très limité. Donc tout ça s'est transformé ces dernières années, notamment grâce à des acteurs qu'on peut citer, que Maxime connaît bien. Il s'agit d'Edine, qui a un peu renouvelé ce concept d'appart-hôtel plus design, plus expérientiel, et tout le monde a suivi. Enfin, une grande majorité des acteurs a suivi justement cette tendance qui s'est révélée dans l'hôtellerie, de plus en plus d'hôtellerie lifestyle. Un des pionniers, c'est Jan Schreger, on parle des années 90, qui a lancé le petit hôtel lifestyle, ensuite porté par des groupes américains comme SB ou même Mama Shelter. Donc on a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dedans, et l'appart-hôtellerie donc est suivi, tout en conservant bien entendu le business model qui fait le succès de l'appart-hôtellerie, qui est des marges élevées parce que on a des durées moyennes de séjour, comme je disais, qui sont plus longues, avec un quart de séjour plus d'un mois, la moitié c'est entre une semaine et un mois, et pour finir par remplir un peu comme un Tetris les chambres, c'est 25% en court séjour, mais permettant de réduire les coûts opérationnels avec moins de nettoyage, avec une équipe qui est divisée par deux également, et souvent pas de restaurant, uniquement. C'est la slide d'après. Donc effectivement, on a des marges traditionnellement, si le business model est dans les purs et bien respecté, qui sont plus élevés que l'hôtellerie. Nathan t'en parlait tout à l'heure en matière cyclique post-Covid, avec une reprise du camping, finalement l'appart-hôtellerie a repris beaucoup plus vite que l'hôtellerie, on l'a vu. Et une croissance du prix moyen, un peu comme tout le monde, et surtout du taux d'occupation, qui a devancé l'hôtellerie d'environ 6 mois à 1 an, ce qui est assez phénoménal. Et on l'a vu lorsque j'étais chez Adagio, justement, une reprise de l'activité qui a été extrêmement rapide, tout en... Alors, lié, je le disais aussi tout à l'heure, à un besoin de voyager. Donc, par contre, il y a eu une espèce de compression du voyage corporel, d'affaires, au profit de voyageurs loisirs, et qui a permis d'augmenter les prix. En augmentant les prix, on a des voyageurs en loisirs qui sont plus court séjour, qui augmentent aussi les coûts opérationnels. Donc c'est là où il faut regarder, l'hôtellerie, c'est un PNL avant tout, un 52 résultats, c'est pas uniquement un produit ou un chiffre d'affaires. Il faut regarder l'ensemble des curseurs, enfin regarder l'ensemble des paramètres, pardon, pour avoir placer les curseurs là où il faut, pour conserver justement ce résultat brut d'exploitation, ou TOP, hein. Et puis également l'émergence dans la para-hôtellerie de l'allocation courte durée qui au départ était réalisée par des particuliers qui mettaient à disposition leur appartement à des touristes
sur des plateformes comme Airbnb, comme Booking, qui maintenant se professionnalisent, qui se structurent et qui complètent aujourd'hui l'offre de parentalité de manière assez intéressante. C'est d'ailleurs un secteur sur lequel on est très concentré chez Wally. Ouais, il y a un sujet de momentum, je pense, pour la part hôtellerie, appart hôtel, qui est intéressant avec cette loi anti-Airbnb qui est venue retirer du marché un certain nombre de biens disponibles pour que les clients, du coup, se redirigent vers des professionnels, que ce soit des appart hôtels, des résidences de tourisme ou des surfaces commerciales exploitées en location courte, moyenne et longue durée. Ouais, courte. Ce qui permet effectivement d'avoir des acteurs qui sont plus corporate, qui respectent, en tout cas, qui respectent autant la loi que les obligations de sécurité et de service que les hôteliers, parce qu'on avait un jeu un peu déséquilibré à un moment. Et ça permet d'avoir une vision plus complète et surtout plus équilibrée des produits hôteliers par hôtelier. Top. Je vois l'heure qui passe. Je vous propose de passer rapidement sur ce que fait Wally, puisqu'on a parlé du marché hôtelier, avec Thomas des différentes dynamiques et comment nous, Wally, justement, on s'insère sur cette classe d'actifs et ce qu'on propose notamment aux investisseurs qui nous accompagnent. Je te passe la main, Maxime, si tu veux. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore la slide arrive. Wally est une société d'investissement qui permet à des investisseurs particuliers de bénéficier justement de ce momentum de marché. L'idée, c'est de pouvoir constituer des club deals avec des investisseurs particuliers, sans ticket minimum d'investissement, et sur des classes d'actifs qui sont donc les hotspots du marché, l'hôtellerie, vous l'avez compris, mais également la para-hôtellerie. Ce sont des marchés, comme on l'a vu, qui étaient jusqu'à maintenant réservés à des acteurs professionnels, à qui on donne accès, justement, à des investisseurs particuliers, parce qu'on a, avec Nathan et l'équipe, le réseau pour pouvoir vous permettre de sourcer les meilleures opportunités, de structurer et d'exécuter des opérations sur ce secteur-là. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Les rendements dont on parle aussi entre 6 et 15% en fonction des actifs et des opportunités. Et donc, on est très content avec Wally, justement, de vous permettre cet accès. Si on parle de nous, donc aujourd'hui, Wally, c'est une dizaine de personnes. On travaille sur toute la France. On a commencé à investir à l'étranger, notamment à Marrakech, qui est l'un de nos premiers deals hôteliers. Ça fait 11 club deals déjà financés sur les 12 derniers mois. Et on travaille avec de nombreux spécialistes du patrimoine. On a plus de 300 partenaires aujourd'hui qui travaillent avec nous au quotidien sur nos opportunités d'investissement. Yes. Si on fait un tour justement rapidement de plusieurs deals qu'on a fait et qui rentrent dans cette thèse d'investissement qu'on vous a démontré sur l'hôtellerie et la conviction qu'on a, typiquement c'est l'acquisition d'actifs prime très bien localisés en para-hôtellerie, en plein cœur de Paris, que ça soit dans le quartier Montorgueil avec le rachat d'une SCI à Bouquière. Donc là, on est sur du 6 à 8 couchages, à côté du Jardin des Plantes, mais également, comme disait Maxime, d'aller cibler des hotspots hôteliers dans des destinations atypiques comme Marrakech. On a des rentabilités qui sont plus élevées que ce qu'on pourrait retrouver dans l'hôtellerie, voire même l'immobilier au sens large. C'est parce que, comme l'expliquait Thomas, les marges générées par ce type d'exploitation font qu'on peut proposer des rentabilités plus élevées. On a des chiffres d'affaires qui sont proches de ceux de l'hôtellerie, mais en revanche, des centres de coûts qui, eux, sont plus faibles. Et c'est en premier lieu dû à la durée moyenne de séjour des utilisateurs. Au lieu d'avoir une durée de séjour de 1,8 jours en moyenne dans l'hôtellerie, donc tous les 1,8 jours, il faut que le personnel de ménage intervienne, lave les draps, passe du temps pour laver la chambre. On va être plutôt aux alentours de entre 5 à 8, voire même au-delà de 10 sur certains actifs très spécifiques. Je vois Thomas qui hoche de la Oui, ça dépend effectivement ça dépend les localisations. Oui, ça dépend des produits, mais l'appart hôtelier, on est plutôt sur 4 à 5 unités, ouais. Ce qui, malgré tout, présente pratiquement 4 fois, parce que moi j'avais en tête 1,8 unité pour l'hôtellerie, ouais. Ce qui est quand même assez majeur. Il n'y a pas tant que du nettoyage, j'ai aussi le check-in, le check-out. Exactement.
je vais vous parler rapidement d'un deal qu'on a fait qui illustre justement ce propos. C'est un share deal, rachat de part d'une SCI. Les parts étaient valorisées à 640 000 euros. L'actif en lui-même vaut un peu plus d'1 million, 1,4 million avec une dette en place, ce qui nous permet de proposer une renta à 14,3%. Et en fait, en termes de performance, on est venu comparer ce qui se fait sur le marché, notamment les hôtels concurrents. Donc là, on est en plein 2e arrondissement, juste au-dessus de la rue Montorgueil. Donc, il y a un quartier emblématique de Paris. Depuis 2022, on a un taux d'occupation qui est en moyenne aux alentours des 80%. Et on a eu en fait une hausse du RevPAR, donc du chiffre d'affaires qui a été généré sur cet actif, jusqu'à 356 €, parce que le prix moyen, lui, a augmenté et le taux d'occupation a augmenté. Et quand on regarde en fait et qu'on se compare aux 14 hôtels qui sont à proximité de cet actif, on a un RevPAR qui est entre le 3 et le 4 étoiles, mais on va avoir une durée de séjour qui est plus élevée. Et donc, on est sur un actif en fait qui est une vraie alternative pour les visiteurs, que ce soit professionnels ou en loisirs, qui cherchent à se loger en plein cœur de Paris, d'avoir des infrastructures de qualité à un prix un peu plus faible, mais surtout avec tout le confort pour rester plusieurs jours dans l'appart. Donc, on a une cuisine, un frigo, un salon qui permet de créer des moments de convivialité. Et en fait, on est venu créer un actif qui est beaucoup plus cosy que ce qu'on peut connaître dans l'hôtellerie, et donc on peut s'y projeter sur des durées moyennes de séjour. Je crois qu'on est à 4,5 jours sur cet actif. Et ça nous permet aussi de vous introduire 2 opportunités qu'on structure sur cet été et cette fin d'année, que ce soit en para-hôtellerie et également en camping. Je te passe la main, Maxime. Oui, absolument. Alors, ce sont deux actifs, deux opportunités d'investissement qui correspondent exactement à ce qu'on se dit aujourd'hui. Le Square des Batignolles, c'est un actif très haut de gamme sur lequel on a signé une promesse et qu'on va commercialiser d'ici quelques jours, et qui permet de toucher de la location de courte durée destinée à une clientèle extrêmement premium et qui va vouloir bénéficier de prestations de l'hôtellerie lifestyle haut de gamme 4 étoiles parisienne, tout en ayant un prix plus faible parce qu'on va avoir plus d'autonomie dans le service qui va être apporté. C'est un actif qui compte 5 couchages, une chambre, une partie mezzanine et puis un canapé convertible, qui est situé dans un quartier très intéressant que les Parisiens connaissent bien, à savoir le haut du 17e arrondissement, donc le Square des Batignolles, le quartier des Batignolles. C'est un quartier qui est stratégique parce qu'il est d'abord très, très vert. Le Square des Batignolles entoure le parc des Batignolles, qui est donc un des parcs du 17e arrondissement, et par ailleurs extrêmement bien connecté à Paris parce qu'il est à la fois proche de Saint-Lazare et puis de la nouvelle cité administrative qui permet de relier l'ensemble de Paris et Orly en à peu près une vingtaine de minutes. Donc c'est un actif qui va correspondre à la fois à une clientèle loisir, à la fois à une clientèle business. Comme le disait Thomas, c'est important de pouvoir équilibrer les deux, et un actif dans lequel on a de fortes convictions. Si je passe maintenant sur le Bonheur Club, Bonheur Club, correspond exactement à ce qu'on souhaite proposer aujourd'hui sur le passage d'hôtellerie plein air à hôtellerie de pleine nature. On s'intéresse à cet actif qui se situe dans les Alpes-Mancelles, donc entre Paris et la Bretagne, si je schématise, et qui va offrir à ses futurs clients une véritable expérience proche de la nature, dans des lodges qui seront neufs et qui proposeront de nombreuses chambres pour pouvoir loger à la fois des séminaires et puis des familles, des expériences naturelles, du canoë-kayak, du VTT, de la randonnée, pour justement pouvoir s'aérer, tout en ayant un service de restauration matin, midi et soir. Je pense que l'hôtel plein air et de manière générale l'hôtellerie, l'hospitality, va se concentrer vers une prise en compte de plus importante de son impact. Et c'est aussi important de parler dans ce projet du fait que le Bonheur Club, qui est donc l'opérateur, est une entreprise à mission, qu'on va mettre au centre de ce projet des modèles circulaires, des ressources naturelles dans ce qu'on va offrir à notre clientèle. Et c'est extrêmement important de considérer aujourd'hui ce type d'actifs, ce type de produits hôteliers de manière générale comme étant proches de leur environnement. Et donc on est très fiers avec Wally de pouvoir
de pouvoir intervenir sur ce projet et de pouvoir vous le présenter cet été. Yes. On arrive en fin de présentation. Ça fait quasi une petite heure qu'on parle. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, justement pour qu'on puisse avoir un temps d'échange et en parler. Maxime, toi, tu vois les questions. Alors, il y avait une première question sur l'intérêt de créer une plateforme vis-à-vis de la taille des actifs qu'on vise. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, si le marché de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie de manière générale était réservé à des personnes et qui sont concentrés sur des actifs de grande taille. Pour autant, on l'a vu sur le marché de l'investissement hôtelier, les 2 milliards qui sont le volume moyen de transactions annuelles en France sont principalement constitués en termes de volume d'argent par des gros portefeuilles et des très gros actifs individuels hôteliers, Paris, Côte d'Azur, avec un montant très élevé. Et pour autant, il y a énormément de petites transactions qui ne sont pas regardées par les investisseurs professionnels. Et Nathan et moi, avec notre savoir-faire et notre expérience, on est capable d'apporter énormément de valeur sur ces petites transactions pour les amener à un niveau de performance qui sont recherchés par des investisseurs professionnels. Et c'est ça notre thèse d'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des très gros actifs, il y a de très nombreux actifs de taille petite, moyenne, intermédiaire, le small cap, comme le dit Nathan, qui vont nous permettre d'aller chercher beaucoup de valeur. C'est ça qu'on propose aujourd'hui chez Wally. La para-hôtellerie est un excellent exemple. Et c'est ce qu'on va faire également en hôtellerie. D'ici la fin de l'année, on vous proposera on proposera à nos clients, plusieurs actifs entre 1 et 5 millions d'euros en volume qui nous permettront d'aller chercher des rentabilités équivalentes à ce qui se fait pour des investisseurs professionnels qui interviennent sur le même marché, mais plutôt sur des montants plus élevés. Je pense qu'il y a aussi un sujet de conviction personnelle. En travaillant dans des fonds d'investissement immobilier, on apporte beaucoup de valeur pour des instituts. Et malheureusement, en tant que collaborateur salarié, on a quasi l'incapacité d'investir sur ces club deals. Et donc, le fait d'avoir quitté nos précédentes entreprises pour créer Wally, justement, c'est comme le disait Maxime, c'est de rendre accessible une solution d'investissement qui nous paraît pertinente à des investisseurs particuliers. Il y a moins de 2% des investissements qui sont faits via des investisseurs privés chaque année sur les 2 milliards investis en hôtellerie. Et donc, pour nous, au quotidien, c'est aussi la capacité d'investir dans des actifs, peu importe le montant qu'on peut investir. On a des investisseurs, ça va de 1 000 à 500 000 euros sur différents club deals. Donc, chacun peut y trouver sa place, là où, historiquement, c'était quasi impossible. Autre question mais que je vais adresser à Thomas. Est-ce que le tourisme national, le tourisme français, n'est-il pas devenu à 2 vitesses? Oui, alors j'ai lu la question. Vous avez 3 heures. Ouais, c'est une question très philosophique. Le bac est passé. Est-ce que la personne peut soit rephraser la question? Parce que à 2 vitesses, on a toujours eu l'hôtellerie parisienne qui concentre la puissance financière en France, comme Londres, comme Madrid ou Barcelone. On est sur des pays qui sont effectivement économiquement à 2 vitesses. Donc l'hôtellerie à Paris permet d'obtenir une précision. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un premier segment sur une clientèle qu'on va définir, mais je lis la question plus modeste qui se concentrera sur l'hôtellerie de plein air avec peut-être un vivier plus faible. Et puis pas forcément, parce qu'effectivement, l'hôtellerie, on a de l'hôtellerie 1 étoile, l'hôtellerie Palace. Aujourd'hui, on a une classification Palace. Pour l'hôtellerie de plein air, de la même manière, on a aujourd'hui une hôtellerie de plein air 5 étoiles avec des mobil-homes qui sont extrêmement luxueux. Donc finalement, on a la chance d'avoir un secteur qui offre des produits qui sont très diversifiés chacun. Donc là-dessus, c'est pas 2 vitesses, limite il y a 5 vitesses par catégorie et chacun loue ce qu'il souhaite en fonction de la localisation et du produit hôtelier. Et pour autant, je pense que la volonté de la clientèle de vouloir se rapprocher des destinations de vacances qui sont proches de chez elle pour avoir une empreinte carbone plus faible et une volonté d'être plus proche de la nature, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question d'état d'esprit, de philosophie, de conviction. Et je pense que, de manière générale, Nathan et Thomas l'ont suffisamment répété, on parle aujourd'hui d'un produit
ça veut aussi dire qu'il faut que le produit s'adapte à la demande et pas l'inverse. Donc, on va plutôt réfléchir à créer des produits qui correspondent à ce changement de paradigme plutôt que de continuer à tel des hamsters, à faire tourner la roue. Alors, je vois deux questions, une de Romain, une de Jean Malo. Alors, Jean Malo, pour répondre rapidement à votre question, on n'accompagne pas forcément des promoteurs, nous, dans la recherche d'exploitants, mais il y a des sociétés de conseil qui le font très bien. Je pense à JLL et à KPMG, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Effectivement, on peut en rajouter, parce que c'est bien, pour des raisons de compliance, on met le 3. C'est Cushman, Knight Voilà. beaucoup de monde. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est d'aller financer, acheter, exploiter des actifs et de créer la structuration qui fonctionne avec le bon actif, le bon exploitant. Il y a une deuxième question, celle de Romain. Est-ce que vous avez des agréments spécifiques de l'AMF? Alors, on a même plus que ça. On a deux autorités qui nous régulent. D'un côté, l'ACPR, filiale de la Banque de France, qui nous régule notamment sur toute la partie entrée en relation avec les investisseurs et gestion des flux monétaires. Donc, on est enregistré à la Banque de France, audité par la Banque de France. Vous pouvez chercher sur le site Regafi, Wally Invest, c'est la dénomination sociale de la société. Ça nous permet déjà de vérifier que tous les investisseurs sont bien majeurs, ne sont pas incriminés dans des crimes financiers ou du financement du terrorisme, blanchiment d'argent, et ensuite de suivre tous les flux entrant-sortant d'un investisseur. La deuxième autorité qui nous régule, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Maxime et moi, on est certifiés par l'AMF, mais notre société aussi a dû demander la validation à l'AMF. Et donc, on s'inscrit dans ce qu'on appelle la loi prospectus, qui nous permet d'aller faire des émissions pour compte propre de valeurs mobilières et donc de vous permettre d'investir avec nous sur des club deals. Et donc, avant chaque club deal, on dépose un document à l'AMF pour les avertir de l'opération que nous sommes en train de structurer. Toute cette réglementation, on la respecte et on la suit grâce à notre cabinet d'avocats qui nous conseille depuis le début, qui est Jantet. D'ailleurs, Jantet, Marie Robin, notre avocate, est au conseil d'administration de notre boîte. Et ça a été vraiment un point central dès le début de la construction de l'entreprise. C'est la compliance avec les deux régulateurs, Banque de France et AMF. Par ailleurs, la totalité des prospectus dont parle Nathan sont disponibles pour chacun de nos produits sur la plateforme et vous y avez un accès libre en tant que potentiel futur investisseur. Vous parlez de la désacralisation de l'hôtellerie, on a parlé des conseils tout à l'heure, c'est intéressant de voir qu'il y a 25 ans, en fait, il y avait un acteur majeur, il y avait quelques brokers qui se baladaient, mais c'était JLL, qui créé en 98, dans la partie hôtelière, qui est beaucoup plus ancienne. On salue Marshall d'ailleurs, au passage. On salue Marshall, effectivement, nos pères spirituels à tous. Donc JLL en créé en 98, et il y avait pas d'autres acteurs. Aujourd'hui, on a pratiquement tous les conseils en immobilier tertiaire, on a cité Cushman, JLL, CBRE, bien sûr, JLL, CBRE, BNP, tous les acteurs, tous les conseils en immobilier d'entreprise ont leur division, pratiquement leur division d'hôtellerie. Donc ça prouve aussi l'intérêt et la diversification, la diversité des investisseurs, de l'intérêt pour l'hôtellerie, la matière hôtelière. Il y a une question de Christian sur la superficie d'un terrain. La réponse n'est pas aisée. Ce que je vous propose, c'est de prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez sur l'écran un QR code qui vous permet d'avoir accès à nos agendas et de pouvoir prendre rendez-vous avec nous directement. Et on sera ravis de pouvoir répondre d'ailleurs à toutes les personnes à qui on ne pourra pas répondre aujourd'hui parce que le temps court et qu'on n'aura malheureusement pas la possibilité de répondre à chacun d'entre vous. Mais n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec les équipes. On sera un plaisir de pouvoir vous parler. Alors, il y a une question d'Antoine qui est top sur la structuration. Comment intervenez-vous auprès d'un actif existant, rachat de mur, maintien, reprise d'exploitation? Sur un actif existant, on peut avoir différentes stratégies qui vont se mettre en place. Ce qui se fait assez facilement, c'est racheter mur, fonds de commerce, soit de reprendre l'exploitation, enfin de garder l'exploitant déjà en place, si on considère qu'il fait très bien son travail, soit sinon, si c'est possible d'un point de vue contractuel, de mettre un nouvel exploitant dans lequel on croit davantage ou qui est
plus adapté à la stratégie qu'on veut mettre en place. Racheter des murs seuls dans l'hôtellerie, c'est pas forcément la vocation dans laquelle on veut se diriger avec Maxime, puisqu'en fait, comme le disait Thomas, on ne capte pas toute la valeur qui est créée grâce à l'exploitation de l'actif. Le fonds de commerce a une place prépondérante en France dans la création de valeur et du coup dans la performance théorique qui va être versée aux investisseurs. Là où sur les murs, on est plutôt sur un investissement très long terme avec des taux de rendement compressés. Je crois que le taux de rendement France hôtellerie prime mur Paris, il doit être à 4,5, 4,5, 5 aujourd'hui, selon les chiffres de CBRE. Oui, Mais on est dans ces eaux-là. Le spread avec du bureau ou du commerce est de 50%. Ouais, 50. Et surtout, la croissance du loyer est limitée, souvent par l'IFC. Donc là où on est totalement libre dans la croissance de la valeur. Alors qu'en mur et fonds, on est vraiment déplafonné. Bien sûr, le risque est plus élevé puisqu'il y a un enjeu opérationnel. Mais du coup, quand l'opération est bien menée, la performance aussi est plus conséquente pour les investisseurs. Par ailleurs, et pour compléter ta réponse, Nathan, on est de plus en plus sollicité par des opérateurs qui souhaitent développer avec nous des nouvelles implantations. Et on est ravis de pouvoir faire partie de l'aventure d'entrepreneurs de l'hospitality de manière générale qui veulent marquer le marché de leur empreinte. On est très content de pouvoir travailler avec eux et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire. Là encore, je mettais l'accent sur le fait que Wally a vocation à encourager le renouveau de l'hospitality en France, de remettre les investisseurs français au centre de notre industrie. C'est aussi vrai pour l'innovation et donc on a très envie de pouvoir continuer à accompagner des nouveaux opérateurs qui se lancent sur le marché. Je vois l'heure qui passe et les questions qui sont de plus en plus rares. Je pense qu'on peut clôturer. En tout cas, il y a un replay. Oui, il y a bien un replay. Hugo, tu nous confirmes que le replay sera disponible? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu pas mal de questions autour de ça et il y aura normalement un replay disponible à tous ceux qui sont inscrits. Donc on vous l'enverra, on enverra ça à tout le monde. Très bien. Si vous me permettez le mot de la fin, merci à tous pour vos questions, pour cet échange. Je pense que vous l'avez ressenti avec Thomas, Maxime, on est passionné de ce sujet, on pourra en parler pendant des heures. Je confirme. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur l'hôtellerie, sur cette classe d'actifs, sur le fonctionnement de Wally et les club deals qu'on propose, vous avez la possibilité là tout de suite de prendre un rendez-vous avec nous. Mais vous pouvez aussi aller sur notre site et directement programmer des rendez-vous, nous écrire par mail pour qu'on puisse en discuter. Vous pouvez suivre aussi Thomas sur LinkedIn. Pérégrination géographique. Voilà, et tous les projets que tu mènes sur ta zone IMIA. C'était un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir.